chapitre 1, une image grossie. Étant inclus, homme ou femme, dans l'objet que nous nous efforçons d'appréhender, nous avons incorporé, sous la forme de schèmes inconscients de perception et d'appréciation, les structures historiques de l'ordre masculin. Nous risquons donc de recourir, pour penser la domination masculine, à des modes de pensée qui sont eux-mêmes le produit de la domination. Nous ne pouvons espérer sortir de ce cercle qu'à condition de trouver une stratégie pratique pour effectuer une objectivation du sujet de l'objectivation scientifique. Cette stratégie, celle que nous allons adopter ici, consiste à transformer un exercice de réflexion transcendantale visant à explorer les catégories de l'entendement, ou pour parler comme Durkheim, les formes de classification, avec lesquelles nous construisons le monde, mais qui, étant issus de ce monde, sont pour l'essentiel en accord avec lui, si bien qu'elles restent inaperçues, en une sorte d'expérience de laboratoire. Celle-ci consistera à traiter l'analyse ethnographique des structures objectives et des formes cognitives d'une société historique particulière, à la fois exotique et intime, étrangère et familière, celle des Berbères de Kabylie, comme l'instrument d'un travail de socio-analyse de l'inconscient androcentrique, capable d'opérer l'objectivation des catégories de cet inconscient. Les paysans montagnards de Kabylie ont sauvegardé, par-delà les conquêtes et les conversions, et sans doute en réaction contre elles, des structures qui protégeaient notamment par la cohérence pratique, relativement inaltérée, de conduite et de discours partiellement arrachés au temps par la stéréotypisation rituelle, représentent une forme paradigmatique de la vision phallo-narcissique et de la cosmologie androcentrique qui sont communes à toutes les sociétés méditerranéennes et qui survivent encore aujourd'hui, mais à l'état partiel et comme éclatées dans nos structures cognitives et nos structures sociales. Le choix du cas particulier de la Kabylie se justifie si l'on sait, d'une part, que la tradition culturelle qui s'y est maintenue constitue une réalisation paradigmatique de la tradition méditerranéenne. On peut s'en convaincre en consultant les recherches ethnologiques consacrées au problème de l'honneur et de la honte en différentes sociétés méditerranéennes, Grèce, Italie, Espagne, Égypte, Turquie, Kabylie, etc. Et que d'autre part, toute l'ère culturelle européenne participe indiscutablement de cette tradition, comme l'atteste la comparaison des rituels observés en Kabylie avec ceux qui avaient été recueillis par Arnold van Gennep dans la France au début du XXe siècle. Sans doute aurait-on pu s'appuyer aussi sur la tradition de la Grèce ancienne, où la psychanalyse a puisé l'essentiel de ses schèmes interprétatifs grâce aux innombrables recherches d'ethnographie historique qui lui ont été consacrées. Mais rien ne peut remplacer l'étude directe d'un système encore en état de fonctionnement et resté relativement à l'abri des réinterprétations demi-savantes du fait de l'absence de tradition écrite. En effet, comme je l'ai déjà indiqué ailleurs, l'analyse d'un corpus comme celui de la Grèce, dont la production s'étend sur plusieurs siècles, risque de synchroniser artificiellement des états successifs et différents du système, et surtout de conférer le même statut épistémologique à des textes qui ont soumis le vieux fond mythico-rituel à différentes réélaborations plus ou moins profondes. L'interprète qui prétend agir en ethnographe risque ainsi de traiter en informateur naïf des auteurs qui déjà agissent aussi en quasi-ethnographes et dont les évocations mythologiques, même les plus archaïques en apparence, telles celles d'Homère ou d'Hésiode, sont déjà des mythes savants impliquant des omissions, des déformations et des réinterprétations. Et que dire lorsque, comme Michel Foucault dans le 2e volume de son Histoire de la sexualité, on choisit de faire commencer à Platon l'enquête sur la sexualité et le sujet, ignorant des auteurs comme Homère, Hésiode, Éschyle, Sophocle, Hérodote ou Aristophane, sans parler des philosophes présocratiques, chez qui le vieux socle méditerranéen affleure plus clairement. La même ambiguïté se retrouve dans toutes les œuvres, médicales notamment, à prétention savante, dans lesquelles on ne peut distinguer ce qui est emprunté à des autorités, comme Aristote, qui, sur des points essentiels, convertissait lui-même en mythe savant la vieille mythologie méditerranéenne.
et ce qui est réinventé à partir des structures de l'inconscient est sanctionné ou ratifié par la caution du savoir emprunté.